Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. 30 minutes pour mieux comprendre la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Avec au sommaire aujourd'hui le bonus réparation textile. Ce dispositif initié par l'État est organisé par Refashion, l'éco-organisme de la filière textile. La responsable du fonds réparation de Refashion, Elsa Chassagnette, nous le présentera juste après ces titres. Le congé solidaire sera au cœur du débat de ce Smart Impact. On verra comment ce dispositif d'engagement et de volontariat s'est mis en place chez BPI France au bénéfice de l'ONG Planète Urgence. Et puis, dans le cadre de notre partenariat avec H-Up, l'association qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap, notre rubrique Start-up sera consacrée aujourd'hui à Romain Goyer, le fondateur d'une entreprise d'animation d'événements. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Elsa Chassagnette, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la responsable du fonds réparation de Refashion. C'est un éco-organisme, société privée à but non lucratif. Quand et puis surtout pourquoi il a été créé ? Alors le bonus réparation, il existe chez Refashion depuis janvier dernier, donc il y a un an. Et il existe aussi depuis décembre 2022 chez nos homologues de l'électroménager pour les appareils électroménagers. Nous, on est vraiment sur la filière textile, linge de maison, chaussures. Et donc, il existe pour encourager les Français et les Françaises à faire réparer leurs vêtements et leurs chaussures au lieu de jeter. Le bonus réparation, on va expliquer ce qu'est le dispositif, mais si on explique ce qu'est cet éco-organisme, qui la finance, quel secteur, quelles sociétés sont représentées dans un éco-organisme le principe d'un éco-organisme, c'est de répondre à ce qu'on appelle une filière REP, responsabilité élargie du producteur. C'est le principe du pollueur-payeur. Donc c'est en gros les marques et les distributeurs qui vendent en France, pour notre cas, des chaussures et des vêtements, sont taxés. C'est une sorte de taxe, mais qui ne passe pas par l'État, qui passe directement chez Refashion. Donc on collecte et on redistribue cet argent pour gérer la fin de vie des produits de la filière. Ça représente quel budget ? Alors sur le fonds réparation, nous on a 154 millions sur 6 ans. D'accord, 154 millions d'euros alloués sur la période 2023-2028. Et donc, on va voir ce chiffre. Et donc, ce bonus réparation, nouveau dispositif lancé il y a quoi ? Il y a 2 mois, c'est ce que vous expliquez. Oui. Alors, c'est un peu trop tôt pour faire un bilan. On va expliquer comment ça fonctionne, comment ça marche. Alors, effectivement, on l'a lancé début novembre. Donc, c'est un peu tôt, mais on a déjà des premiers chiffres qui sont intéressants. Comment ça marche en pratique ? C'est très simple. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, en fait, on ouvre son placard, on constate qu'on a un pull qu'on a depuis 2 ans, qu'on n'a pas mis parce qu'il y a un trou. Et en fait, il y a juste un petit effort à faire, c'est d'identifier un réparateur. Donc on va sur le site bonusréparation.fr où il y a la carte en fait avec tous nos réparateurs labellisés. On identifie celui qui est le plus proche de chez nous, ou bien la solution digitale, parce qu'on a de plus en plus d'acteurs aussi qui se mettent sur le sujet du digital pour la réparation. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on se déplace pas vers le réparateur. On fait par correspondance, ce qui est très pratique pour les zones blanches. Et une fois chez notre réparateur, tout simplement, il va nous dire un trou dans un pull, c'est 12 € chez moi. Vous avez un bonus de 7 €, il vous reste 5 à payer. Donc en tant que client, on paye nos 5 €, on s'en va. Et de son côté, le réparateur nous dit à nous, Refashion, qu'il a avancé effectivement 7 € pour son client et on lui rembourse. Alors côté artisan, on reviendra à l'intérêt évidemment pour les consommateurs, les citoyens, mais il y a toujours, quand on a des dispositifs comme ça, la question de la rapidité des organismes à reverser l'argent. Comment ça se passe ? Alors, c'est vrai que ça a été une des craintes des artisans et sur lesquels il a fallu beaucoup les rassurer et le lancement nous a permis de le faire. Nous, en fait, le dispositif, on l'a complètement travaillé avec et pour les artisans puisque dès le départ, on a intégré les fédérations artisans dans nos groupes de travail. Et techniquement parlant, nous, le remboursement, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'était du paramétrage informatique. Et donc, on a beaucoup discuté avec eux. Au début, on avait envisagé un remboursement assez basique, c'est-à-dire le réparateur nous déclare qu'il a fait une avance de trésorerie, on le rembourse. Il déclare, on rembourse, etc. Et on s'est rendu compte assez vite que d'un point de vue comptable, ça allait être compliqué à gérer, d'avoir plein de petits virements qui apparaissaient. Donc, en accord avec le métier, on a tout simplement décidé de faire un remboursement à la fin du mois. Donc, les réparateurs déclarent pendant le mois les bonus. À la fin, on fait une synthèse et on les rembourse dans les quelques jours qui suivent. Combien de pièces sont réparées aujourd'hui et puis surtout, quel est l'objectif de Refashion ? Alors, en 2 mois, on a réparé un peu plus de 50 000 pièces. Enfin, on a fait un peu plus de 50 000 réparations. Donc, je ne peux pas encore vous dire exactement combien ça représente de chaussures ou de vêtements, mais en tout cas, on a sponsorisé 50 000 réparations. C'est un très, très bon démarrage. Et on a un objectif qui est de
21,6 millions de pièces réparées en 2028. Donc, a priori... Dans l'année 2028 ou sur la totalité de la période. Il y a une étude de l'ADEME qui a mesuré qu'il y avait eu 19 millions de pièces réparées en 2019. Donc, ils nous ont donné un objectif de plus 35%, ce qui nous amène à 21,6 en 2028. 83% des Français sont disposés à faire réparer leurs vêtements ou leurs chaussures. Donc ça, c'est le déclaratif. On peut dire que les Français sont demandeurs. Est-ce qu'il s'agit tout simplement de retrouver des réflexes perdus ? Oui, parce que quand on décrit ce que vous nous dites, enfin, on a fait ça, et d'ailleurs certains le continuent de le faire, mais... effectivement, les 83%, ils sont intéressants. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est qu'en fait, 3 Français sur 4 ont déjà déclaré avoir jeté quelque chose qui pouvait faire réparer. Ça, on a tous nos contradictions en matière environnementale. Donc, le but du jeu, effectivement, c'est du fonds réparation plus largement, pas juste du bonus. Le bonus, c'est d'encourager, par un biais financier, à les faire réparer. Mais on a aussi tout un travail plus large que ça. C'est-à-dire que faire connaître le réseau de réparateurs pour effectivement, simplement, quand on a besoin de faire réparer, qu'on ne se trouve pas face à un vide et qu'on ait un peu le réflexe de dire bah oui, je vais aller voir le cordonnier, je vais aller voir le retoucheur. Donc on a tout un travail de sensibilisation effectivement lié à des commerces de proximité, à travailler avec les collectivités, avec les chambres de métiers d'artisanat, etc., pour, en local, redynamiser tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'effet d'aubaine ? C'est-à-dire, de toute façon, les gens les auraient fait réparer, ces objets. Enfin, une paire de chaussures, on l'a fait réparer. Un pull avec un trou, on le fait réparer. Pas tant que ça, en fait. Alors, pas tant que ça, parce qu'on a fait faire des études de consommation avant de se lancer. Et on s'est rendu compte que si le coût de la réparation représentait plus d'un tiers du prix du vêtement neuf, ou de la chaussure neuve, il ne se passait rien. Donc, il y a vraiment ce frein qui est là, et le bonus réparation, il intervient pour lever ce frein-là, effectivement. À partir du moment où on pousse à réparer moins cher, eh ben on répare plus, en fait, au lieu d'acheter du neuf. Et on le voit sur les premiers clients. Et c'est quoi ? C'est des forfaits ? C'est un pourcentage du montant de la réparation ? Comment c'est un montant fixe, basé sur une étude de prix qu'on a fait au national. Donc ça va de 6 à 25 € suivant les réparations éligibles. Et ce sont des montants qui sont cumulables. Donc si sur un même vêtement, on a 2 réparations à faire, on peut bénéficier de plusieurs bonus. Alors on peut dire que c'est un dispositif, on parlait des contradictions des uns et des autres, qui est à l'opposé de l'ultra fast fashion qu'on appelle parfois la mode jetable. Et on voit que cette mode jetable, elle séduit beaucoup les ados. Donc est-ce que c'est ce public-là que vous visez aussi ? Et est-ce qu'il est plus difficile à toucher que les autres, d'une certaine façon ? Nous, on vise tout le monde. Parce que par principe, tout comme on vise toutes les catégories de produits, on vise tout le monde. Maintenant, il y a effectivement des choses qu'on va aller chercher un peu plus finement. On a fait le choix, par exemple, de subventionner le ressemblage de sneakers, de baskets. On sait qu'aujourd'hui, la basket, c'est plus de 50% de ce qui est vendu en France. Donc évidemment, il y a une cible sneakers à aller chercher et donc potentiellement une cible jeunesse. Et en fait, c'est par le biais effectivement de réparations un peu ciblées comme ça qu'on va aller toucher un public qui n'a peut-être plus l'habitude, ou pas l'habitude du tout d'ailleurs, d'aller faire réparer. Parce que le succès de l'ultra fast fashion, c'est le prix. On est bien d'accord. Enfin, c'est la répétition des collections, si on peut appeler ça comme ça, et le prix. Donc, c'est tellement peu cher qu'on n'est pas dans une logique de réparation. Là, on est bien d'accord. On n'est pas dans une logique de réparation si on ne pense qu'au prix. Mais il y a un facteur émotionnel qui est dur à mesurer, mais il y a un vrai l'attachement à un vêtement. L'attachement émotionnel qu'on peut avoir à une paire de vêtements, une paire de chaussures ou un vêtement, qui va aussi impacter en fait le choix de décision de la réparation ou pas. Donc c'est pour ça que plus on fera connaître le réseau de réparateurs, leur savoir-faire, qu'on sensibilisera à l'artisanat, à ce qui est faisable ou non, arrêter de croire qu'une basket c'est un produit jetable par exemple, et ben plus on ira dans la sensibilisation et en fait plus on fera pencher la balance. Est-ce qu'on continue d'acheter de plus en plus de vêtements ou de chaussures neuves en France ? Oui, ça continue à progresser. Donc on n'a pas inversé la logique ? Pas pour le moment. Donc il y aura beaucoup de vêtements et de chaussures à réparer dans les mois et les années à venir. Il y a une clause de revoyure, je crois, qui est prévue avec l'État en 2025. Alors c'est classique, j'imagine, quand un éco-organisme se lance, mais qu'est-ce qui sera vérifié en fait ? Quels sont vos objectifs ? Vous nous avez donné quelques-uns, les objectifs chiffrés, c'est essentiellement ça ? Alors la clause de revoyure, elle intervient parce qu'on est sur un sujet tout neuf. Refashion existe depuis 2008, mais la question de la réparation, c'est notre nouvel agrément qui est en place depuis janvier 2023. On part de zéro, et on part de zéro sur beaucoup d'aspects, et en particulier sur toute la donnée qu'on a autour de ces métiers-là, qui est assez pauvre aujourd'hui, parce que ce sont des métiers qui sont très peu digitalisés, et donc on a du mal à avoir de la remontée de data. Donc quand l'ADEME a fait ses études, évidemment,
ils ont mesuré ce qu'ils pouvaient mesurer. Et la clause de revoyure, elle va être là pour effectivement faire un premier bilan de ce qui s'est passé en un an et demi, en gros, de bonus réparation, et de se dire, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce que les choix qui ont été faits par rapport aux connaissances qu'on avait à l'instant zéro, est-ce qu'il est bon ou pas? Est-ce qu'on revoit notre copie? Vous parliez de zone blanche, ça veut dire quoi? Il y a vraiment des régions, des parties de départements où il n'y a pas de... il n'y a pas d'artisans, enfin il y en a, mais pas d'artisans identifiés, quoi, c'est ça? Ça ne descend pas à zéro quand même. Oui. Enfin bon, après nous, pour le moment, notre granularité, elle descend au département, on n'est pas poussé jusqu'à la région, jusqu'à la ville, on pourrait, mais il y a effectivement des zones, le centre de la France, clairement, qui sont très pauvres en solutions de réparation. Aujourd'hui, la région qui connaît le plus de réparateurs sur son territoire, c'est l'Île-de-France. Et après, on va trouver de gros foyers dans l'ouest, dans le nord, et sur plus bas, vers Bordeaux, etc. Mais est-ce que ce sont des métiers qui ont parfois disparu? Alors, ils ont fortement disparu dans les années 90, parce que ouverture des marchés, arrivée dans les années 2000 de la fast fashion, etc., du vêtement jetable. Donc effectivement, c'est des métiers qui ont fortement décliné, mais qui depuis 10 ans se sont stabilisés pour les métiers de la cordonnerie. On ne perd plus d'entreprises de la cordonnerie. Et à l'inverse, ils ont même repris vraiment du volume sur les métiers de la retoucherie, puisqu'ils ont été multipliés par 2, je crois, en 10 ans. Donc, il y a un renouveau et il faut continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce dispositif. Faites réparer vos vêtements et vos chaussures. C'est l'heure de notre débat. Vous voulez prendre un congé solidaire? On vous explique comment faire. On découvre le congé solidaire tout de suite avec Amandine Hersant. Bonjour, vous êtes la directrice générale de Planète Urgence. Et Christelle Roger, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice exécutive en charge des ressources humaines chez BPI France. Allez, on présente Planète Urgence pour commencer, une ONG qui s'occupe de quoi? Alors, une ONG qui protège les forêts. Les forêts, là où il y a urgence. Donc, on est présent en Amazonie, dans le bassin du Congo et en Asie du Sud-Est. Et l'enjeu, c'est que sur tous ces écosystèmes, la forêt disparaît, mais que les humains ont du mal à trouver les solutions pour la protéger. Donc, notre métier, c'est de vraiment réconcilier l'humanité et les forêts. Depuis quand Planète Urgence existe et est-ce que vous voyez un appauvrissement finalement des forêts et de la biodiversité qui va avec? C'est très clair. On existe depuis 2000 et depuis 2000, on n'a fait que perdre des surfaces forestières la taille de l'Irlande tous les ans. Et donc, ce sont des forêts tropicales qui disparaissent. À chaque fois qu'une forêt tropicale disparaît, c'est tout son écosystème qui part en feu. Et on a aujourd'hui 1 million d'espèces en voie d'extinction. 1 million. Et donc, ce congé solidaire, qui est l'un des dispositifs, vous en avez beaucoup que vous proposez, mais on va se concentrer sur celui-là. Je veux bien que vous nous le définissiez pour commencer, et puis ensuite vous nous direz pourquoi BPI s'y engage. C'est quoi un congé solidaire ? Alors, le congé solidaire, c'est un des leviers qu'on utilise dans l'association. C'est un dispositif d'engagement de salariés qui permet d'apporter des compétences, d'apporter de l'énergie sur des terrains d'intervention. On a beaucoup de partenaires dans le monde qui travaillent sur les forêts, avec qui on va faire des projets, et beaucoup de partenaires qui sont assez fragiles sur le terrain. On voit qu'il manque de compétences, il manque parfois de légitimité sur nos terrains d'intervention, et donc les volontaires vont venir avec tout ça, et ils vont aider les acteurs locaux à se développer. Oui, on est dans une logique de mécénat d'entreprise, d'une certaine façon, Christelle Roger. Oui, on est dans cette logique-là, mais pas que, parce qu'ils ne vont pas forcément déployer leurs compétences directement sur le terrain. Ils peuvent aussi ils peuvent aussi intervenir sur des sujets très terre-à-terre, très suivi de la faune, de la flore, recensement, etc. Donc, ce n'est pas uniquement du mécénat de compétences, c'est un peu plus large. Ils ne viennent pas forcément, et uniquement avec leur domaine d'expertise ou leur domaine de compétences. Pourquoi BPI s'y engage dans un dispositif comme celui-là? Parce que BPI, déjà, on est une entreprise très engagée par nature. On a beaucoup d'impact sur la société, etc. C'est ce qui guide nos salariés pour venir chez nous aussi. C'est ce qui les intéresse particulièrement, le sens qu'on donne à leur mission. Et ça fait partie intégrante de nos valeurs et de ce qu'on souhaite déployer et apporter à nos collaborateurs, en fait. Donc ça leur permet d'aller au-delà de leur mission propre à l'intérieur de la société et de toucher encore plus largement l'ensemble des sujets, en fait. C'est depuis quelques années, c'est ça, 2019, je crois on a commencé en 2019, ceci étant, on a créé l'adhésion en 2019, 2020, Covid. Comment dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de missions? Il n'y a pas eu beaucoup de missions, 2021 ça a repris, et là on est à peu près à une quinzaine de missions depuis que l'on a fait le partenariat. C'est 6 missions maximum par an à peu près. D'accord. Pourquoi Planète Urgence?
Alors, pourquoi Planète Urgence? Parce qu'en fait, on les a connus à travers des collaborateurs chez nous et on s'est orienté vers eux pour pouvoir travailler avec. D'accord, c'est venu de certains de vos collaborateurs. Oui. Intéressant. Ce sont des missions qui doivent durer relativement longtemps. Ça dure combien de temps une mission? Alors ça dure 2 semaines. Forcément. Forcément. En fait, on a testé, ça fait quand même plus de 20 ans, donc on a testé plein de formats différents. Et 2 semaines, c'est ce qui est le plus efficace, parce que ça nous permet de bien préparer en amont la mission, que ça soit une mission qui soit cadrée pour avoir le plus d'impact possible et qu'on ne crée pas non plus de dépendance derrière. On ne veut pas se substituer aux acteurs locaux. L'idée, c'est l'impact. Et donc, c'est d'être la goutte qui va faire que la rivière va pouvoir couler derrière, mais ne pas être la rivière. Et donc, tous les salariés vont arriver avec un cadre de mission, vont se concentrer pendant 15 jours et auront ensuite cet impact-là. Et ça leur demande beaucoup de temps de préparation? On a une préparation. Parce qu'on est là pour 15 jours, mais j'imagine que voilà, ça ne s'improvise pas, quoi. Si on veut être efficace assez vite. Alors, ça dépend des missions. Donc, une mission de compétences, ça peut être gestion de projet, comptabilité, etc. Ça va demander la préparation, parce qu'on va préparer ces contenus. Souvent, ce sont des experts. Donc, ils maîtrisent déjà leur sujet. Et donc, ils vont surtout être accompagnés sur les outils de formation. Après, quand on est sur du recensement de la biodiversité et des acteurs scientifiques à légitimiser l'écosystème, là, il y aura moins de préparation. Nous, on va aussi les former pendant 2 jours. On va déconstruire la vision du héros qu'on peut avoir quand on va partir sur ces missions-là. Et on va reconstruire une mission de professionnel du développement au service de l'impact. Christelle Roger, vous avez des exemples de missions, de missions récentes que les salariés BPI ont menées? Missions récentes, on a Mathis qui est parti, par exemple, au Bénin et qui a travaillé sur de la transmission de compétences avec des collaborateurs. On a Marie, elle, qui est partie et qui a travaillé aussi sur comment apprendre l'espagnol à des femmes d'une association sur place. Et puis, on a des gens qui sont partis, comme Édouard. Eux, ils sont partis faire de la mission sur la biodiversité au Cameroun et du recensement d'espèces locales, en fait. Ah oui, donc ils participent à un programme scientifique. Ah oui. On n'est pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on n'est pas uniquement sur de la transmission de compétences. C'est quoi leur retour d'expérience? Est-ce qu'ils en reviennent changer d'une certaine façon? Alors, forcément. Je pense qu'on ne revient pas sans avoir quelques étoiles dans les yeux de ce type de mission. Déjà, il faut savoir que c'est eux qui le choisissent. Nous, on les envoie dans un cadre très sécurisé. C'est aussi tout l'avantage qu'on a de travailler avec Planète Urgence, c'est qu'ils sont pris en charge dès le départ et qu'ils sont accompagnés, donc ils savent qu'ils vont partir dans un cadre très sécurisé. Pour eux, ils reviennent avec l'impression d'avoir fait quelque chose d'hyper utile. Ça leur permet d'acquérir des compétences également, puisqu'ils acquièrent aussi une ouverture d'esprit qui est hyper intéressante en tant qu'employeur, des façons d'appréhender les sujets de manière totalement différente et également une prise de recul qui va être différente. Donc c'est gagnant-gagnant, tant pour le collaborateur que pour l'entreprise qui envoie ses collaborateurs. Vous avez employé un mot que je pense qu'il est très important, c'est le mot utilité, parce que le risque d'une mission comme ça, c'est que finalement le salarié, ils ne se sentent pas vraiment utiles quand il arrive sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Et on n'a pas le droit de ne pas être utile sur le terrain. Vu tous les besoins qu'on a au quotidien, vu les demandes de nos partenaires, il faut être utile. Et c'est aussi notre rôle chez Planète Urgence. On est une association qui a envoyé 10 000 volontaires en 20 ans, plus de 20 ans. Et c'est du coup notre rôle de bien préparer ces missions, de connaître les partenaires, de s'assurer que le volontaire vient au bon moment et avec la bonne posture. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir des relations de confiance avec les entreprises pour aller ensemble chercher les volontaires. Mais quand on parle, là, par exemple, mission de biomonitoring, je lis ça, au Bénin, pour recenser des espèces de mammifères dans une forêt classée, ça aurait pu se faire sans eux, ça a été plus rapide grâce à eux. Expliquez-moi pourquoi ils ont été utiles, les salariés ou le salarié de BPI France sur cette mission. Alors, soit ça n'aurait pas pu se faire sans eux, c'est-à-dire il n'y a pas l'argent sur place et sur les zones classées au Bénin, il n'y a pas d'argent pour faire de la recherche scientifique. Soit ça va développer un potentiel supplémentaire, typiquement en Équateur. Il y a eu des volontaires qui ont fait des études pendant 4 ans sur des espèces spécifiques sur un écosystème. Ça a permis de racheter des terres et de lever 500 000 euros à l'acteur qu'on accompagnait. Donc c'est vraiment des utilités fortes. Aujourd'hui, on a une COP15 qui nous dit qu'il faut 30%
de protection des écosystèmes terrestres. Donc ça, c'était la COP biodiversité, exactement. Pour être bien précis. Tout à fait, la COP biodiversité. Donc c'est un super mouvement, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut protéger en termes d'écosystèmes, quelle est la biodiversité qu'il faut protéger en priorité. Donc pour ça, il faut avoir de la data. Ouais. Il y a certainement des patrons ou des cadres dirigeants qui nous regardent, qui se disent « ouais, super, congé solidaire », mais combien ça coûte ? Ça coûte combien à BPI France de faire ça ? Concrètement, c'est 3 000 euros par collaborateur. Ouais. On verse 3 000 euros à Planète Urgence. Okay. Planète Urgence s'occupe de l'intégralité des sujets sur place. Et nous, on contribue en plus aux billets d'avion. Ça, c'est nous qui avons pris cette décision-là. Okay. Donc, on donne 500 euros par collaborateur pour couvrir une partie des frais du billet d'avion. Et c'est tout. Parce que le collaborateur, lui, va poser ses congés. Donc, il prend sur ses congés en propre pour pouvoir partir sur les 15 jours nécessaires. Est-ce que il y a aussi une notion de sensibilisation aux enjeux de révolution climatique, de transformation climatique, environnementale, sociétale, de la biodiversité? On a dit tout ça. Est-ce que c'est plus efficace, par exemple, qu'une fresque du climat pour vous? Je suis sûr que vous avez fait la fresque du climat chez BPI France. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. C'est complémentaire. Ouais. C'est aussi de la mise en application directe. Et puis, on va plus loin que ce qui est terre à terre chez nous, en fait, puisqu'on touche à l'international, à l'étranger, des sujets qu'on ne toucherait absolument pas si on n'avait pas recours à des situations comme Planète Urgence pour pouvoir le faire, en fait. Est-ce que vous avez, puisque vous nous disiez il y a une vingtaine d'années d'expérience, je reste sur ce thème de la sensibilisation, c'est-à-dire des salariés qui ont participé. S'ils l'ont fait déjà, il y avait une sensibilisation, mais qui sont revenus avec des messages à faire passer dans leur entreprise. Vous voyez ce que je veux dire ? On a plein de belles histoires. Et c'est ça, je pense, la force aussi pour les entreprises. C'est parce qu'on a des salariés qui, souvent, sont déjà impliqués. Ils osent faire ces missions-là. Ils peuvent aussi les faire à distance, d'ailleurs, en e-volontariat, quand c'est compliqué d'aller à l'international ou quand il n'y a pas besoin de ces déplacements-là. Donc, ils sont déjà engagés. Mais quand ils reviennent, ils ont vécu pendant 15 jours dans des écosystèmes qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils connaissent. Ils voient la pauvreté, ils voient le changement climatique, ils voient les inondations, ils voient potentiellement plein de choses sur le terrain, parce qu'on est dans la brousse ou on est à côté d'une mangrove. Et donc, du coup, ils vont se rendre compte, ils vont l'intégrer. Moi, j'adore la fresque du climat, j'adore tous les engagements qu'il peut y avoir et qui sont super, qui sont complémentaires. Cet engagement-là, la spécificité, c'est l'immersion. C'est qu'on est sur le terrain, on le sent. Et alors, j'ai des expériences de vie de gens qui, 20 ans après, des premiers congés solidaires, m'ont dit « ça a été une des expériences les plus marquantes de ma vie professionnelle. Je ne remercierai jamais assez mon entreprise d'avoir permis de faire ça. » Mais ma question, c'était est-ce qu'ils reviennent et est-ce qu'ils changent les pratiques dans leur entreprise? Vous voyez ce que je veux dire? Plein de cas différents. Alors, on en a chez BETC, par exemple, une agence de communication. On a un jeune qui était parti, qui est revenu, et qui, dans son job du quotidien, a créé une formation, a engagé le reste de son équipe. Et puis après, il y a eu un département qui s'est créé, qui était connecté à ces sujets d'impact. Christelle Roger, est-ce que vous nous avez parlé de la recherche de sens? C'est aussi pour BPI France un argument, tout simplement, pour recruter, pour fidéliser? Ça joue, hein? Oui, ça joue, forcément, puisque en fait, on voit quand même que les collaborateurs, aujourd'hui, recherchent le sens dans le travail. C'est la première motivation qu'ils ont. Alors, en rentrant chez BPI, on a plein de sens sur l'impact qu'on peut avoir, mais ça contribue complètement à la fidélisation et au recrutement de nos jeunes, en fait. Bon, alors, il n'y a pas que les jeunes qui vont, hein. On a un peu toute population qui contribue sur le congé solidaire. Mais on est une entreprise jeune, on a une moyenne d'âge qui est de 38 ans. Ah oui. Donc, on est assez jeune. Et du coup, on a beaucoup de jeunes collaborateurs qui y participent. Ouais. Et ça fait partie intégrante de notre marque employeur. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci. Et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Start-up tout de suite. Bismart est partenaire d'HUP, l'association qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap. Notre rubrique Start-up est consacrée à l'un des lauréats des trophées HUP. Il est avec nous en duplex, Romain Goyer, fondateur de RG Animation 44. C'est une entreprise d'animation d'événements. Bonjour Romain Goyer. Dites-nous quand et pourquoi vous l'avez créée, cette entreprise? Pourquoi je l'ai créée? Parce que j'ai eu plusieurs refus en milieu ordinaire et puis du coup... c'est ma passion depuis tout petit, l'animation. Et puis voilà, comme j'ai fait à droite à gauche pour des copains, je me suis dit pourquoi pas créer mon entreprise dans l'événementiel.
Vous êtes DJ, mais pas que. C'était quoi? C'était un rêve de gosse de faire ça? Si, je suis DJ et puis j'organise des jeux dans les soirées, enfin, des quiz, des karaokés, des trucs comme ça. Et vous êtes malentendant depuis l'âge de 6 ans. Est-ce que c'était aussi un défi? Parce qu'on se dit, OK, je suis malentendant, mais je veux devenir DJ. Est-ce qu'il y avait une part de défi finalement dans votre démarche? Alors non, je n'ai pas du tout pensé à ça. Je me suis dit, faut passer au-dessus de là et essayer d'y aller. Et puis j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Votre handicap, c'est pas un sujet quand vous exercez votre métier? Si, j'ai eu du mal à accepter mon handicap, mais maintenant je suis passé un peu au-dessus. Depuis que j'ai créé mon entreprise, j'ai eu envie d'y penser. Tellement que quand j'étais jeune, j'ai pensé, j'avais du mal à accepter mon handicap. Maintenant, je dis, faut avancer et puis à travailler, savoir l'accepter. Vous l'avez créé en 2019, votre entreprise. Alors quand on crée une entreprise événementielle et que le Covid arrive année après, bon, j'imagine que comme tout le monde, vous avez dû souffrir de différents confinements. Est-ce que l'activité, la reprise est là aujourd'hui? Où vous en êtes? Oui, l'activité a repris en 2022. Depuis 2022 à 2022-2023, j'ai fait plus d'une quarantaine de clients. Donc, voilà. Et puis là, une dizaine là, qui se lancent pour l'instant pour 2024. Et qui sont vos clients? Sont plutôt des particuliers, plutôt des entreprises? Un peu les deux, particuliers et puis plus associations. J'aimerais bien développer sur les entreprises et puis sur les personnes en situation de handicap comme les IME, les foyers, toutes ces personnes-là qui n'ont pas beaucoup de soirées, que ça pourrait leur apporter une soirée pour qu'ils s'amusent. Et ça, c'est un secteur d'activité que vous n'avez pas totalement exploré pour l'instant, c'est ça? Oui. Et donc, j'aimerais bien en avoir un peu plus pour surtout les entreprises, pour les séminaires, des trucs comme ça. J'aimerais bien développer mon entreprise. Vous avez reçu le trophée coup de cœur du jury au trophée HUP Entrepreneur. Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que le fait d'être reconnu comme ça par une association aussi importante qu'HUP, j'imagine que c'est important, mais qu'est-ce que ça change pour vous? Eh ben, du coup, je pense que je vais avoir plus de visibilité et puis j'espère que ça va développer l'entreprise et puis que je vais avoir plus de clients, de bouche à oreille, enfin Et puis j'espère que ça va me faire avancer sur moi perso par rapport à mon handicap que je vais oublier, que je vais passer au-dessus et puis que je vais continuer à avancer. Lors de ces trophées à HUP Entrepreneur, est-ce que vous avez rencontré d'autres chefs d'entreprise, des hommes, des femmes? Est-ce que vous avez été bluffé par certaines d'entre eux? Oui, j'ai rencontré plusieurs personnes, des gens que j'ai connus sur LinkedIn, que j'ai vus à Paris. Ça m'a fait du bien de discuter avec ces personnes-là. J'ai rencontré des gens de la GFIP qui m'ont dit qu'ils voudraient faire des séminaires. Pourquoi pas l'année prochaine, ce serait intéressant. Donc voilà, à voir pour des grandes entreprises comme ça. Même c'était une grande journée pour moi. Là, je n'y croyais pas du coup d'avoir un trophée ou le coup de cœur du jury. Je remercierai les jurys de m'avoir attribué ce trophée. Merci beaucoup. Et merci. Qu'ils ont fait. Ouais, merci beaucoup Romain Goyer, bon vent à RG Animation. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À Bismart, salut.